L'attrape-cœur, chapitre 9. La première chose que j'ai faite en débarquant à Penn Station, ça a été d'entrer dans une cabine téléphonique. J'avais envie de donner un coup de bigot à quelqu'un. J'ai laissé mes bagages dehors en m'arrangeant pour pouvoir les surveiller. Mais à peine j'étais à l'intérieur, je me suis demandé qui je pourrais bien appeler. Mon frère DB était à Hollywood. Ma petite sœur Phoebe va au lit à 9 heures. Alors je pouvais pas l'appeler. Ça lui aurait rien fait que je la réveille, mais c'est pas elle qui aurait répondu. Les parents auraient décroché, donc pas question. Ensuite, j'ai voulu passer un coup de fil à la mère de Jane Gallagher, pour savoir quand Jane était en vacances, mais non, ça me disait rien. D'ailleurs, il était vachement tard. Autrement, il y avait bien cette fille, Sally Hayes. On sortait souvent ensemble et elle, je savais qu'elle était déjà en vacances. Elle m'avait écrit une longue lettre à la con, m'invitant à venir la veille de Noël l'aider à garnir le sapin et tout. Mais j'avais peur que ce soit sa mère qui réponde. Sa mère connaissait ma mère et je pouvais me la représenter tirant illico ses conclusions et regalopant jusqu'au téléphone au risque de se casser une jambe pour annoncer à ma mère que j'étais à New York. Et puis j'avais pas follement envie de parler à la vieille Hayes. Une fois, elle avait dit à Sally que j'étais un excité. Elle disait que j'étais un excité sans but dans la vie. Puis j'ai eu l'idée d'appeler Carl Luce, qui avait été à Wooton en même temps que moi. Mais je l'aimais pas des masses. Alors pour finir, j'ai appelé personne. Au bout de 20 minutes au moins, je suis ressorti de la cabine. J'ai repris mes valises et j'ai marché vers ce tunnel où sont les taxis et j'en ai pris un. Je suis tellement distrait que j'ai donné au chauffeur du taxi ma vraie adresse. Comme ça, par habitude. J'avais complètement oublié que je devais me planquer 2 ou 3 jours dans un hôtel pour pas rentrer à la maison avant le début des vacances. Quand je m'en suis souvenu, on était déjà à la moitié du chemin. Alors j'ai dit Hey, ça vous ennuierait de faire demi-tour quand ça sera possible? Je vous ai pas donné la bonne adresse. Je voudrais y retourner d'où on vient. Le chauffeur était un petit malin. Je peux pas faire demi-tour ici, mon vieux. C'est un sens unique. Maintenant, faut que je continue tout le chemin jusqu'à la 90e rue. J'ai pas voulu me lancer dans une discussion. J'ai dit ok. Puis ça m'est revenu à l'esprit tout d'un coup. Hey, dites donc, vous avez vu les canards près de Central Park South? Le petit lac? Vous savez pas par hasard où ils vont ces canards quand le lac est complètement gelé? Vous savez pas? Je me rendais compte qu'il y avait guère plus d'une chance sur 1 million qu'il sache. Il s'est retourné, il m'a regardé comme si j'étais vraiment fêlé. À quoi tu joues? À te foutre de ma gueule? Non. C'est seulement que ça m'intéressait de savoir. Il a rien répondu. Et moi, j'ai plus rien dit. Jusqu'à ce qu'on sorte du parc dans la 90e rue. Là, il a dit Bon alors, petit gars, où? Eh bien, le problème, c'est que je veux pas aller dans un hôtel de l'East Side où je pourrais rencontrer des connaissances. Je voyage incognito. Je déteste employer des expressions à la con comme voyager incognito. Et quand je suis avec un mec ringard, forcément, je lui parle ringard. Est-ce que vous sauriez par hasard ce qu'il y a comme orchestre au Taft ou au New Yorker? Pas la moindre idée, petit gars. Bon, eh bien, déposez-moi à l'Edmont. Si vous voulez, on peut s'arrêter en route, prendre un verre, je vous invite, je suis en fond. Impossible, désolé. Très cordial le pépère, très forte personnalité. On est allé à l'Edmont et j'ai rempli la fiche. Quand j'étais dans le taxi, j'avais mis ma casquette sur ma tête, juste comme ça. Mais je l'ai ôtée avant d'entrer à l'hôtel. Je voulais pas avoir l'air d'un tordu. Ce qui est plutôt ironique car après j'ai appris que ce foutu hôtel était plein de pervers et de crétins. Des tordus en tout genre. On m'a donné une chambre pourrie avec comme vue par la fenêtre l'autre côté de l'hôtel. De la vue ou pas de vue, je m'en tamponnais. J'étais trop déprimé pour que ça me touche. Le groom qui m'a conduit à ma piole était un très vieux type dans les 65 piges. Je l'ai trouvé encore plus déprimant que la chambre pourrie. C'était un de ces gars au crâne déplumé qui essaie de cacher leur calvitie en ramenant en travers les cheveux qui leur restent sur le côté. Moi, plutôt que de faire ça, j'aimerais mieux être chauve. En tout cas, quel boulot exaltant pour un type dans les 65 piges. Trimballer les valises des autres et attendre le pourboire. Je suppose qu'il était pas trop intelligent, mais c'est quand même effroyable. Après son départ, je suis resté un moment tout habillé à regarder par la fenêtre. Vous pourriez pas croire ce qui se trafiquait dans l'autre aile de l'hôtel. Et les gens se donnaient même pas la peine de descendre les stores. J'ai vu un mec avec des cheveux gris, un air très distingué, et il était en caleçon, et il faisait quelque chose que vous trouveriez à peine croyable si je vous le raconte. Primo, il a posé sa valise sur le lit.
Secondo, il a sorti un tas de vêtements de femme et il s'est habillé avec. Des vrais vêtements de femme. Bas de soie, souliers à haut talon, soutien-gorge, et un de ses corsets avec les lacets qui pendaient et tout. Et puis il a enfilé cette robe du soir, noire et très étroite. J'invente pas, je vous jure. Enfin, il s'est mis à marcher de long en large dans la chambre, à petits pas comme font les femmes, en fumant une cigarette et en se regardant dans la glace. Et il était tout seul. À moins qu'il y ait eu quelqu'un dans la salle de bain, là je peux pas dire. Et puis par la fenêtre, juste au-dessus de la sienne, ou presque, j'ai vu un gars et une fille qui s'aspergeaient mutuellement avec de l'eau qu'ils avaient dans la bouche. C'était probablement pas de l'eau, mais du whisky et de l'eau, mais je voyais pas ce qu'il y avait dans leur verre. En tout cas, d'abord le gars prenait une gorgée et la crachait sur la fille. Et après, elle faisait la même chose sur lui. Bon Dieu, chacun son tour. Vous auriez dû les voir. Ça les rendait hystériques. Et comme s'il leur était jamais rien arrivé d'aussi drôle. Sans blague, c'était un hôtel qui grouillait de pervers. J'étais probablement le seul mec normal, si on peut dire. J'ai été fichement tenté d'envoyer un télégramme à Stradlater lui suggérant de prendre le premier train pour New York. Dans cet hôtel, il aurait été le roi. L'ennui, c'est que les idioties de ce genre, même si on voudrait pas que ça existe, à les regarder, on est comme fasciné. Par exemple, cette fille qui se faisait cracher sur la figure, elle était vraiment pas mal. C'est ça mon problème. Dans ma tête, je suis probablement le type le plus vicieux que vous ayez jamais rencontré. Quelquefois, je pense à des choses vraiment dégoûtantes que, ma foi, je ferais bien si l'occasion s'en présentait. Même, je me rends compte que ça peut être marrant dans le genre dégueulasse si un gars et une fille ont trop bu tous les deux, de s'asperger mutuellement la figure avec de l'eau ou quoi. Mais c'est l'idée qui me plaît pas. Elle est puante si on l'analyse. Je me dis que si on n'aime pas trop une fille, on devrait pas chahuter du tout avec elle. Et si on l'aime, alors on est censé aimer sa figure. Et si on aime sa figure, on devrait pas lui faire des saletés comme l'asperger d'eau et tout. C'est pas bien que des trucs dégoûtants puissent être tellement marrants. Quand on essaie de pas être trop dégoûtant, quand on essaie de pas gâcher quelque chose de vraiment bon, les filles, elles vous aident pas beaucoup. Il y a 2 ans, je connais une fille qui était encore plus dégoûtante que moi. Waouh. Pour une dégoûtante, c'en était une. Mais pendant un moment, on s'est bien marré, dans le genre dégoûtant. Le sexe, j'y comprends vraiment rien. On sait jamais où on en est. Pour le sexe, j'arrête pas de me donner des règles et aussitôt je les oublie. L'année dernière, je me suis donné pour règle de plus tripoter les filles que je trouve emmerdeuses. Et pourtant, la même semaine, le jour même, je crois bien, avec cette andouille d'Anne-Louise Sherman, on a passé toute la soirée à se papouiller. Le sexe, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je vous jure, ça me dépasse. Comme je restais planté là, il m'est venu à l'idée que la môme Jane, je pourrais lui bigophoner à son collège au lieu d'appeler sa mère pour m'informer de la date des vacances. Les élèves avaient pas le droit de recevoir des communications tard le soir, mais j'avais arrangé ma petite histoire. J'allais dire à la personne qui répondrait au téléphone que j'étais l'oncle de Jane. J'allais dire que la tante de Jane venait de mourir dans un accident d'auto. J'allais dire qu'il fallait que je parle à Jane immédiatement. Ça aurait sûrement marché. Si je l'ai pas fait, c'est pour la seule raison que j'étais pas en forme. Ces combines-là, si on n'est pas en forme, ça marche pas. Au bout d'un petit moment, je me suis assis dans un fauteuil et j'ai fumé 2 cigarettes. Je dois reconnaître que je me sentais plutôt excité sexuellement parlant. Alors tout d'un coup, j'ai eu une idée, j'ai sorti mon portefeuille et je me suis mis à chercher l'adresse que m'avait donné ce type de Preston que j'avais rencontré à une surprise party l'été dernier. J'ai fini par la trouver. Dans mon portefeuille, le papier avait pris une drôle de couleur, mais on pouvait encore lire. C'était l'adresse d'une fille qui était pas vraiment une prostituée, mais qui faisait ça à l'occasion, une fois, de temps en temps, à ce que m'avait dit le type de Preston. Un jour, il l'avait amenée à un bal à Preston, et il avait bien failli se faire renvoyer. Elle avait été stripteaseuse de music hall ou quelque chose dans le genre. Bon, je suis allé au téléphone et je l'ai appelée. Son nom c'était Faith Cavendish, et elle vivait à Stanford Arms Hotel, à l'angle de la 65e avenue et de Broadway. Sûrement un endroit minable. D'abord, j'ai pensé qu'elle n'était pas chez elle, pas de réponse. Finalement, quelqu'un a décroché. J'ai fait allô, une voix grave pour qu'elle puisse pas deviner mon âge ou quoi. D'ailleurs, j'ai la voix plutôt grave de nature. Une voix de femme a dit allô, d'un ton pas trop aimable. Moi j'ai dit je parle bien Miss Faith Cavendish. Elle a demandé qui c'est. Bordel, qui c'est qui m'appelle à une heure pareille? Ça m'a foutu les foies. J'ai pris un ton tout ce qu'il y a d'adulte.
Bon, je sais qu'il est très tard, je vous prie de m'excuser, mais j'avais hâte de vous joindre. J'ai dit ça d'un ton vachement charmeur, vachement. Elle a encore demandé, qui c'est? Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais je suis un ami d'Eddie Birdsell. Il m'a conseillé, si un jour je venais en ville, de vous inviter à prendre un verre. Qui ça? Vous êtes un ami de qui? Ouah, une vraie tigresse. Elle était presque à m'engueuler. J'ai dit Edmund Birdsell, Eddie Birdsell. Je me souvenais plus si son prénom était Edmund ou Edward. Je l'avais rencontré une fois seulement à cette foutue surprise party. Je connais personne qui s'appelle comme ça, mon petit père. Il n'y avait pas où figurer que ça m'amuse qu'on me réveille en plein milieu, j'ai insisté. Eddie Birdsell de Preston? Je me rendais compte qu'elle se creusait la tête. Birdsell de Preston. Preston College? C'est ça. Et vous, vous êtes aussi de Preston? Disons, plus ou moins. Oh, mais comment va Eddie? Et bordel, c'est tout de même un peu fort d'appeler quelqu'un à cette heure-là. Il va bien, il m'a demandé de vous faire ses amitiés. Ben, merci, faites-lui les miennes. Puis elle a dit, il est extra, qu'est-ce qu'il fabrique à présent? Elle devenait tout d'un coup drôlement amicale. Ouais, toujours pareil, ce qu'il fabriquait, qu'est-ce que j'en savais, moi. Ce type, je le connaissais à peine, j'ignorais même s'il était encore à Preston. J'ai dit, écoutez, ça vous conviendrait qu'on se retrouve pour prendre un verre quelque part? Dites donc, vous savez l'heure qu'il est? C'est quoi votre nom? Sans indiscrétion. Subitement, voilà qu'elle prenait l'accent anglais. À vous entendre, vous devez être plutôt jeune. J'ai ri. Merci pour le compliment. J'étais tout ce qu'il y a de plus aimable. Je m'appelle Holden Caulfield. J'aurais dû lui donner un faux nom, mais j'y ai pas pensé. Ben, écoutez, monsieur Caulfield, j'ai pas l'habitude d'accepter des rendez-vous en plein milieu de la nuit. Je travaille, moi. J'ai dit, demain c'est dimanche. Ben, quand même, faut que je dorme pour être fraîche demain. Vous savez ce que c'est? Je pensais qu'on pourrait juste prendre un verre ensemble. Pas tellement tard. Elle a dit, ben, c'est très gentil de votre part. D'où est-ce que vous m'appelez? Où vous êtes en ce moment? Moi, je suis dans une cabine téléphonique. Elle a dit, oh. Et puis il y a eu un long silence. Ah, j'aimerais beaucoup vous rencontrer un jour ou l'autre, monsieur Kaufle. Vous avez l'air très gentil, vous avez l'air d'un très gentil garçon, mais il est si tard. Je pourrais venir jusque chez vous. En temps ordinaire, je dirais super, je serais ravi que vous passiez prendre un verre. Mais je loge avec une copine en ce moment, elle est malade. Elle ferme pas l'œil de la nuit et voilà qu'à la minute, d'un coup, le sommeil l'a prise. Alors vous comprenez. Ah, quel dommage. Vous êtes descendu où? On pourrait peut-être se voir demain. J'ai dit, demain je pourrais pas. Ce soir seulement c'était possible. J'ai été con, j'aurais pas dû dire ça. Ah bon? Je regrette beaucoup. Je dirais bonjour à Eddie, de votre part. C'est ça. Merci, j'espère que vous serez content de votre séjour à New York. C'est super New York. Je sais, merci, bonne nuit. J'ai accroché. Ouah, j'avais tout fichu en l'air. J'aurais quand même dû m'arranger pour aller boire un coup avec elle, quoi.